Le sujet de la conférence que j'ai choisi aujourd'hui, c'est oser sa place dans le couple quand on est ou qu'on aime un hypersensible. Alors, c'est qu'on aime une hypersensible, ok? Je vais parler au masculin de manière générale, c'est juste une question de facilité dans mon français, mais bien évidemment, il n'y a aucune notion quand je vais parler d'hypersensibilité, plus féminin, plus masculin, d'accord? Là, on fait vraiment, on n'est ni féministe, ni patriarcat dans vraiment cet aspect de la conférence. Pour moi, c'est très important. Un jour, peut-être que je donnerai une conférence sur les différences hommes-femmes, ça marche. Mais là, aujourd'hui, il faut savoir, et je vais en parler, que l'hypersensibilité peut concerner autant les hommes que les femmes. D'accord? Donc, je pose ça là, très clairement. Vous pouvez vraiment reconnaître votre partenaire, monsieur, madame, dans la conférence, dans les aspects, vous connaître, vous reconnaître. OK? Donc vraiment, je parle de vous, je parle au masculin, mais c'est juste pour une question de facilité. Donc, aujourd'hui, c'est comprendre et c'est surtout oser sa place dans le couple quand on est ou qu'on aime une hypersensible. On va aussi cesser de se suradapter pour éviter le conflit et vous allez découvrir comment vous allez occuper sereinement votre place sans envahir l'autre pour transformer les différences entre une véritable alliance. D'accord? Ça, moi, c'est mon intention aujourd'hui, c'est de vous parler de ça. Et donc, à nouveau, vraiment, je le répète, pour tous ceux qui sont là en live ou ceux qui vont regarder en rediffusion, bravo, parce que si vous prenez ce temps, c'est que vous avez au moins une intention, même s'ils n'en avaient pas conscience, c'est d'apporter un minimum de changement dans votre vie, plus précisément, évidemment, dans la relation de couple ou dans les relations aux autres. Et donc, moi, tout ce que je dis, c'est que je vous encourage encore et encore à le faire parce qu'il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, peut-être, je vais faire des hypothèses. Et s'il y a d'autres hypothèses qui viennent en me disant, ah mais moi je suis là parce que je vis ça, allez-y, mettez-le moi dans le chat. Pour ceux qui regardent en rediffusion, envoyez-moi ça par mail plus tard en me disant, ah mais moi je vis ça en lien avec l'hypersensibilité et la place. Donc moi en général, ce que j'observe dans la majorité des personnes que j'accompagne, c'est que souvent il y a un espèce d'entre-deux épuisant. Donc peut-être qu'il y a l'impression dans le couple de devoir faire un choix, choisir entre être soi-même avec toute son intensité, toutes vos émotions, vos besoins de connexion, au risque qu'on vous trouve ou que le partenaire vous trouve trop sensible, trop exigeant, exigeante, compliqué. Ou alors, vraiment, le deuxième aspect, c'est choisir d'être aimé. Et pour cela, on va s'éteindre, on va se suradapter, on va ravaler ses propres ressentis pour pas faire de vagues, pour ne pas déranger. Résultat de ça, ces deux oppositions que j'observe dans la majorité des cas, donc c'est au moins 80%, c'est vous ne savez plus quelle est votre place. Soit vous avez l'impression de prendre toute la place avec vos émotions, puis derrière on vous renvoie des choses, donc qu'est-ce qui se passe? Bingo, vous culpabilisez. Alors la culpabilité en plus chez les personnes hypersensibles, c'est même pas que j'en parle pas, c'est que c'est à 100% des personnes hypersensibles que j'ai rencontrées, il y a de la culpabilité à un niveau un petit peu plus, pour pas dire plus. Donc, c'est un sujet aussi. Et l'autre vraiment impression qu'on va avoir, c'est justement de ne plus prendre de place, de ne plus savoir quelle place prendre et de subir le rythme de l'autre, les humeurs de l'autre. Et souvent, c'est même pas réussir, mais on va se sentir seul, même alors qu'on est en relation. Et du coup, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est découvrir comment on peut occuper vraiment très sereinement cette place sans envahir l'autre, sans s'oublier pour transformer vos différences en une véritable alliance. Et la véritable intimité émotionnelle, ce n'est pas d'être pareil,
ce n'est pas d'être hypersensible au même niveau. Et ça, vous le savez sûrement, parce que je le dis très souvent, ce n'est pas que l'autre devine tout. L'intimité émotionnelle, c'est la capacité de deux personnes à occuper chacune leur place en toute sécurité, sans que l'un n'ait besoin de s'effacer pour que l'autre existe. Tout un chapitre. Alors, du coup, je prends quelques instants pour me présenter, même s'il y a des personnes qui me connaissent déjà, j'aime bien me représenter à chaque fois, puisqu'il y a toujours des nouvelles personnes qui rentrent dans mon entourage, dans mon environnement comme ça de conférence. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Céline Domecq, je suis thérapeute spécialisée dans les relations de couple depuis plus de 15 ans, et j'accompagne les hommes, les femmes, et aussi les couples, à vivre une relation plus épanouie, plus sereine et plus harmonieuse. Alors, l'hypersensibilité, pour ma part, j'ai mis les mots dessus à l'âge de 30 ans. Alors aujourd'hui, j'en ai 43. Ça fait 15 ans que j'accompagne. En fait, il s'est juste passé 2 ans où je ne connaissais pas vraiment ce sujet. Et j'ai vraiment mis les mots à l'âge de 30 ans, donc ça fait déjà plus de 13 ans. Et je trouve que ça a été une vraie chance pour moi, et puis du coup, euh, sans fausse modestie, pour toutes les personnes que j'accompagne, parce que j'ai pu mieux me comprendre, j'ai pu mieux comprendre comment je fonctionnais dans les relations, le couple en particulier, mais bien évidemment, comme on me dit, dans l'entreprise. Enfin, alors, moi, j'ai jamais travaillé en entreprise, mais en tout cas, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à travailler en entreprise. C'est plutôt ça l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai commencé très jeune à mon compte. Et aussi à mieux comprendre aussi dans les situations plus communes. Donc, par exemple, bah, en tant que maman, dans les réunions parents-enfants, dans les anniversaires des enfants, voilà, l'hypersensibilité, quand j'ai vraiment compris qu'est-ce que ça venait jouer chez moi, j'ai pu anticiper, travailler, approcher de différentes façons vraiment ma relation aux autres. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui m'a amené aussi à accompagner en tant que thérapeute, surtout les relations de couple, bah, ça vient de ma passion de toute façon pour la psychologie dans ce domaine depuis que j'ai 18 ans, donc ça c'est une évidence, mais aussi de par mes histoires de vie. J'ai des parents divorcés depuis que j'ai 3 ans, je me suis mariée à 25, j'ai divorcé à 31. Bref, j'ai eu des relations pourries, catastrophiques, jusqu'à ce que je rencontre mon partenaire actuel. Et aujourd'hui, avec mon conjoint, d'ailleurs, on vit une relation qui est assez atypique, différences culturelles, différences de pays, différences de langue. On a des enfants en commun, on a des valeurs qui sont différentes. Bref, on a plein de choses et tout se passe bien. Ça fait maintenant plus de 13 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants aussi. Et puis, il y a aussi son fils d'un premier mariage. Donc, je connais aussi un peu tout ce qui se joue dans les familles recomposées. Et donc, mon objectif professionnel dans ces conférences, c'est de vous aider aussi à cheminer pour mieux vivre votre relation de couple. Et encore plus, si le sujet de l'hypersensibilité, des émotions, de ce mot tu es trop, je suis trop, euh, est je voulais parler de l'iceberg. En fait, si ce sujet-là n'est pas la pointe de l'iceberg, est en dessous là, et que euh, vous n'arrivez pas à identifier certaines parties de vos comportements, de vos réactions, de vos incompréhensions, alors vraiment, mon objectif dans cette conférence, c'est que vous trouviez des ressources pour mieux comprendre qui vous êtes et dans la dynamique relationnelle que vous avez, plus particulièrement le couple. Parce que je reste persuadée, et ça je le redirai à chaque fois, qu'en comprenant son propre mécanisme interne, et comment ça se répercute dans les relations, on peut avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et il y a beaucoup moins de souffrance. Ok? Ça, c'est vraiment moi, ma mission aujourd'hui et puis finalement dans tous mes accompagnements. Alors, comment on cesse de se suradapter pour oser sa place dans la relation? Cette conférence, je l'ai découpée en 2 parties. Pour moi, ce sont 2 étapes indispensables pour transformer la relation de couple. Donc, à nouveau,
quand j'utilise le vous, il va falloir faire la distinction entre le vous parce que je vous vois et le vous, je vais parler du couple. Donc, si jamais des fois vous avez une hésitation, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais en général, je parle d'abord de vous en tant que personne, identité propre. Sinon, j'essaie d'utiliser le mot avec votre partenaire ou dans le couple. OK? Ça, c'est juste important, je le répète, parce que des fois, c'est pas clair. Mais ça, c'est important pour moi. Alors, première partie, en fait, on va travailler, on va découvrir, vous allez mettre des mots sur la légitimité d'être hypersensible. Ça va être notre première partie, parce que c'est la base de tout. Tant que vous pensez que votre hypersensibilité et ou celle de votre partenaire est un défaut ou une faiblesse, vous ne pourrez jamais prendre votre place. Donc c'est ce que j'appelle la légitimité d'être hypersensible. Tant que vous, allez, j'y vais un peu plus, niez votre hypersensibilité, tant que vous niez qu'elle existe peut-être chez votre partenaire, et ou les deux, on est d'accord, hein? Vous ne pourrez pas prendre votre place. Et vous ne laisserez pas la place à votre partenaire. Et donc, on va voir dans cette première partie pourquoi votre fonctionnement d'une personne hypersensible est biologique et non une pathologie. Si jamais vous avez un doute entre la différence, je vous la réexplique, hein. Biologique, c'est inné. Pathologique, c'est des conséquences un peu médicales, psychiques, des problèmes. OK? Donc ça, on va en parler. Et je vais aussi essayer de vous faire comprendre pourquoi on ressent les choses d'une certaine façon. Et c'est peut-être là qu'on pourra faire la différence avec le mot susceptible. Ça pourrait être intéressant. Et l'idée, c'est que vous repartez à la fin de cette première partie en arrêtant l'autocritique et en sortant de l'incompréhension de cette hypersensibilité pour retrouver toute votre légitimité. OK? Ça, c'est la première partie de la conférence. Deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans la pratique. C'est un peu, on va parler vraiment de territoire entre vous deux. Hein, donc territoire-attitude. C'est pas le bon mot, je le trouverai au fur et à mesure. Parce que l'idée, c'est qu'une fois que vous avez compris comment vous fonctionnez, eh ben, il faut comprendre comment on fait à deux. Et donc, du coup, je vais analyser quelques mécaniques, surtout sur des malentendus qui peuvent vous épuiser. Je vais prendre des exemples aussi entre ce que je vais appeler l'envahissement et la désertion dans la relation. L'idée, c'est d'apprendre à traduire vos besoins à votre partenaire sans qu'il se sente agressé. Et alors, bien évidemment, on n'est pas responsable des émotions de l'autre, donc peut-être qu'il se sentira quand même agressé, mais malgré tout, si vous abordez les choses différemment, eh ben, on pourra peut-être avoir un changement dans la réaction. Et donc l'objectif pour moi à cette fin de conférence, c'est vraiment que vous partiez non seulement avec des prises de conscience, mais que il y a d'autres modes de fonctionnement que ce que vous faites aujourd'hui qui sont possibles dans votre relation, dans vos relations à venir ou dans toutes les relations. OK? Ça pour moi c'est important. Donc je vais vous apporter un premier éclairage, il y en aura peut-être même plusieurs. Je vais amorcer des prises de conscience. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche, je le rappelle, les personnes le savent, je propose la possibilité de vous accompagner. Comment ça s'organise en quelques mots, et je vous donnerai bien évidemment plus d'informations à la fin, c'est que vous allez réserver un appel avec Mélanie, ma collaboratrice, qui est aussi coach, et qui va vous guider lors d'un échange offert de 30 à 45 minutes. Donc, pour ceux qui réécoutent en rediffusion, vous allez retrouver le lien sous la vidéo. Pour ceux qui sont présents, je vous mets déjà le lien ici dans le chat. Comme ça, vous pouvez cliquer, ouvrir la fenêtre et puis après, réserver votre créneau si vous sentez que dans la conférence et à la fin, vous avez besoin d'être accompagné. Pendant cet échange, elle va vous écouter, elle va comprendre votre situation, elle va vous expliquer concrètement ma méthode et elle vous orientera vraiment vers la formule la plus adaptée à vos besoins.
La semaine prochaine, il n'y a pas forcément beaucoup de créneaux, hein. Le nombre de places est limité. Nos agendas sont vraiment chargés. Donc, surtout, si vous êtes appelé à travailler sur tout ça, réservez votre créneau très rapidement. OK? Alors, on démarre sur la première partie. Pour oser prendre sa place, comme je le disais, il faut déjà se sentir légitime d'en avoir une. Et souvent, quand on est hypersensible, on grandit avec une idée, on est bizarre, on est fragile. Alors, on grandit avec cette idée, on est bien d'accord, hein? Idée transmise par papa, maman, les éducateurs, la culture, ok? Et aussi des fois par notre propre vision de la vie. C'est-à-dire, je suis une petite fille hypersensible, je vais à l'école, mais pour moi, c'est difficile de voir des copines qui sont toujours en train de se chamailler. En fait, moi, pourquoi j'ai pas envie de me chamailler? Je peux grandir avec cette idée que je suis bizarre, que je ne suis pas comme les copains et les copines. Pour les garçons, ça, moi, c'est vraiment l'exemple que j'ai eu avec mon fils, qui a 10 ans, qui un jour m'a dit, mais je comprends pas, tous les garçons, ils jouent à la bagarre. Moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de lire un livre et de m'isoler. J'ai regardé mon fils, je dis, bravo mon loulou, on va parler de ce qu'est l'hypersensibilité chez les garçons. Et aujourd'hui, c'est un petit garçon qui est capable de voir ce décalage. Mais bien évidemment, on est dans une autre époque. Remontez à vous, mais déjà même à moi, hein, puis on n'a pas tous une grande différence d'âge, hein, je vois un petit peu certains visages. Les garçons, ça doit pas pleurer, ça doit pas chouiner, ça doit pas être comme une fille, il faut être un homme fort. Donc les hommes hypersensibles, et c'est là où je vous fais attention à vos partenaires masculins, ils ont été aussi modelés très souvent dans un truc comme ça où les émotions, c'est non. C'est un et un plus un. Va être banquier, va être un truc juriste ou quoi que ce soit. Et puis quand les enfants sont là, non mais ça va, va voir maman. Maman, elle va savoir gérer tes émotions en gros. Donc, vous voyez, il y a quand même aussi des différences à ce niveau-là. Donc, vous grandissez à un moment donné avec une idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, trop bizarre, trop fragile, bref, qu'il faut être plus fort. Donc, aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place. Je suis pas en train de vous dire que vous avez un problème à régler. L'hypersensibilité, ce n'est pas, voilà, un défaut de fabrication. Il faut savoir qu'avec les recherches, on le sait maintenant, c'est une réalité biologique. Donc, il y a eu des recherches, notamment celle de la psychologue Hélène Aron, qui montre que ce trait, donc un trait de l'hypersensibilité, concerne environ 20 à 25% de la population. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas propre à l'humain. On va retrouver ce trait chez plus de 100 espèces animales. Donc c'est un trait biologique. Ce n'est pas pathologique. Et alors, pourquoi aujourd'hui, toutes ces espèces, y compris nous, là, les 20 à 25% de la population, on est toujours en vie? Mais parce qu'en fait, la nature, elle ne fait pas d'erreur. Si ce trait d'hypersensibilité a survécu à l'évolution, hein, donc on parle du principe de l'évolution humaine ou quoi sur Terre, c'est qu'en fait, ce trait a une fonction vitale. C'est aussi une stratégie de survie. Le groupe, parce que nous, en tant qu'êtres humains et les animaux, d'accord, hein, un animal qui vit tout seul, en général, il ne survit pas, hein, donc je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais en tout cas, les groupes vont avoir besoin de guerriers qui vont foncer, d'accord, qui vont aller dans le tas, qui vont aller dans le dur, mais aussi de sentinelles qui perçoivent les signaux plus faibles, qui sentent le danger avant les autres et qui analysent l'environnement en profondeur. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si ça existe chez les animaux, bah, nous sommes une version évoluée des animaux, hein. Donc, ce n'est pas une erreur de la nature. Concrètement, qu'est-ce qui se passe biologiquement dans le cerveau? L'hypersensibilité, ce n'est pas une question d'acuité sensorielle. Beaucoup d'hypersensibles portent des lunettes. Beaucoup d'hypersensibles
ont des problèmes d'ouïe. Et c'est pas avec l'âge, hein. Ça peut être aussi dès la naissance. La différence va se situer dans le traitement de l'information. Et il y a des images cérébrales qui ont montré, ils ont fait des IRM, qui ont montré que le cerveau des hypersensibles s'active davantage et va traiter des informations de façon plus méticuleuse que la moyenne. Là où un cerveau où on ne retrouve pas ce trait d'hypersensibilité classique va classer des informations en deux, trois catégories pour aller vite, le mode guerrier, on ne pense pas, on fonce dans le tas en gros, hein, et on y va. Le cerveau d'une personne hypersensible va distinguer une dizaine de catégories. Et puis, il va y avoir un tri, une analyse, une façon de décortiquer aussi les données entre. Et c'est ce traitement semi-conscient, voire inconscient, que certaines personnes vont aussi appeler l'intuition ou là ce sixième sens. On sait des choses, mais on ne sait pas toujours pourquoi l'expliquer logiquement. Mais on le sait. Donc ça, c'est juste vraiment important. OK? Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez compris un petit peu la métaphore de ce qui se passe au niveau biologique de l'hypersensibilité. S'il y a des questions, vous me les posez au fur et à mesure, je prendrai le temps d'y répondre. OK? Ouais, c'est clair. Super. OK. S'il y a des grands noms, hein, surtout, vous me faites grand signe et puis j'y réponds aussi, hein. Alors, maintenant, comment on va voir si vous êtes concerné par l'hypersensibilité et ou peut-être votre partenaire? Ah, il nous faut quand même quelques petits critères, d'accord? Je rentre pas dans tous les détails. Tout ça, je le vois en accompagnement, je le vois bien évidemment sur tout ce que je mets à disposition quand j'accompagne, ma plateforme et autres. Mais je vais déjà vous donner un minimum d'informations pour que vous repartiez avec oh oh. En gros, ça va être oh oh, je me reconnais à 70%. Oh oh, ça veut dire que vous êtes potentiellement hypersensible ou alors pas du tout. Très bien aussi. Très bien, vous vous reconnaissez et très bien, vous n'y êtes pas, hein. Il n'y a pas de jugement. Ou alors, oh oh, ah, mon mari, là, il y a ah, tiens, là, je ne suis pas à 50%, je suis peut-être à 40, mais je suis peut-être à 70. Bah oui, parce que dans tout ce que je vais vous expliquer, il ne faudra pas oublier que votre vécu, votre histoire, vos mécanismes de défense vont faire que des fois, ça peut masquer des traits. De nouveau, parce que le trait de l'hypersensibilité, il peut être aussi mis dans une boîte pour survivre. Donc, il y a plein d'autres choses. L'idée, c'est juste de dire, oh, oh, tiens, là, ça me parle. OK? Après, si on va aller plus loin, c'est en général en accompagnement. Mais je vous donne déjà les 4 caractéristiques qui sont communes à toutes les personnes qui sont hypersensibles. Le premier, le traitement cognitif profond. Et alors, certaines vont se retrouver là-dedans. Ah, mais moi, de toute façon, je ne fais que ruminer. Ça vous parle? Ça, je suis sûre que ça parle. C'est une caractéristique qui est assez majeure. Votre cerveau ne se contente pas de recevoir une information, il va la traiter en profondeur. Il va comparer avec le présent, avec le passé, il va projeter dans l'avenir. Et en fait, du coup, vous allez réfléchir plus longtemps. Donc, on va appeler ça la rumination, mais en fait, c'est une réflexion qui est souvent plus longue et qui va être plus à fond que la moyenne. C'est pour ça qu'on va retrouver vraiment chez les personnes que j'accompagne l'impression que mon cerveau ne s'arrête pas. Je pense trop. Ma machine là-haut tourne en continu. Ce n'est pas de l'anxiété dans ce cas précis, on est bien d'accord, hein. C'est une activité cérébrale qui est intense. Et donc, souvent, on va retrouver dans les conflits de couple, c'est un reproche, mais euh, ah zut, c'est parti de ma tête, là, vous voyez, je suis en train de penser déjà à 3 choses aussi en même temps, donc du coup, c'est en train de switcher. Mais c'est la réflexion vraiment. Ça n'arrête pas. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben voilà, j'ai zappé. Attendez, j'ai zappé le truc. Je vais vous le retrouver, hein. Je suis très bonne pour ça. Euh, je me voyais en fait dans le lit et ah oui, c'est ça. Mais enfin, moi, je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à t'endormir comme ça.
Combien de fois je ne l'ai pas entendu ça, moi? Mais non, mais en fait, moi, je vais me coucher, j'éteins les lumières. Ah non, mais mon cerveau, il passe dans tous les trucs. Il refait l'histoire de la journée, la discussion. J'ai levé trop le ton sur mon enfant, sur mon mari, sur mes clients. Enfin, je vous jure, est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai pas répondu? Voilà, voyez ça. Ça, c'est le je pense trop et c'est le traitement en profondeur. Que quelqu'un qui va s'arrêter, alors attention, hein, je juge pas, mais métro, boulot, dodo. Allez, c'est bon, je prends le métro. Bah ouais, bah ok, mon patron, il m'a fait une réflexion, mais en fait, dès qu'il va passer la porte de son bureau, il n'y a plus de traitement d'information. Quelqu'un qui n'est pas dans l'hypersensibilité, on va vraiment le reconnaître de ah bon, tu m'as dit ça ce matin? Bah, ouais, je sais pas. Moi, j'ai oublié. Je rumine pas. Moi, ce qu'on m'a dit ce matin, je peux vous assurer que, ouh, attention, quoi. Ah, et c'est encore pire avec mes enfants. Mais vraiment, voyez ça, d'accord? Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, ce qu'on va appeler une haute réceptivité émotionnelle. Les émotions vont monter plus vite à la surface. Que ça soit la joie, la tristesse, la colère, la peur. Vous allez réagir plus intensément. Ça va permettre une empathie plus développée. Vous allez vous soucier naturellement du bien-être des autres, de la justice sociale. On va aussi beaucoup retrouver ça, hein. Les personnes hypersensibles n'aiment vraiment pas beaucoup l'injustice. Et aussi avec les animaux. Souvent, on va reconnaître quand même des connexions. Mais attention, cette capacité peut avoir un coût physique. C'est-à-dire que on va avoir, pour certaines personnes, pas hommes-femmes, mais certaines personnes qui vont se déconnecter de leur corps, elles vont pas se reconnaître là. D'accord? Moi, par exemple, j'ai été une grande spécialiste de me couper de mon corps. Donc, moi, je pouvais ressentir des grosses émotions. Je n'avais pas de crampes d'estomac, j'avais pas de main moite, j'avais pas des palpitations ou quoi que ce soit, parce que j'étais déconnectée de mon corps. Mais ça n'empêchait pas que j'avais une haute réceptivité émotionnelle. À nouveau, je vais apporter une précision pour que vous compreniez bien ce qui peut se jouer et la difficulté de reconnaître l'autre aussi dans son hypersensibilité. Vous réagissez plus intensément. Mais si on vous a dit pendant des années, euh, tu dois te la fermer, tu dois te contenir, tu peux pas dire tout ce que tu veux à tout le monde, donc en gros, tu ne peux pas partager tes émotions. Il y a des personnes hypersensibles où tu n'as pas le droit de chouiner parce que c'est pas bien vu. Les personnes, elles vont quand même réagir plus intensément, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça va rester, vous n'allez pas le montrer à l'extérieur. Ça va rester à l'intérieur. Et il va y avoir ce qu'on appelle la carapace qui s'installe. C'est pas parce qu'une personne ne montre rien à l'extérieur qu'elle ne ressent pas plus intensément les choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a l'air d'être totalement détachée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas hypersensible. Est-ce que ça, c'est bien clair? Pour moi, c'est hyper important que vous soyez très vigilant à ça. Surtout, bien évidemment, on va retrouver cette caractéristique de carapace un peu plus fort chez les hommes, pour le coup. Parce qu'on leur a dit, en tout cas une grosse partie, on leur a dit, il faut être fort, voilà, il faut tenir le coup, tu dois ramener l'argent à la maison, enfin voilà, hein, dans les trucs un peu compliqués comme ça. Dans certaines familles, c'est comme ça que ça se passe. Moi, à l'inverse, je vais vous donner mon exemple à moi, où j'ai vécu dans un environnement social qui était très compliqué, d'accord? Et bah, pour le coup, je me suis comportée exactement comme je suis en train de dire. J'ai mis une carapace sur toute ma sensibilité jusqu'à mes 30 ans. Parce que je devais être une femme forte, je devais rien montrer quand je sortais de chez moi, je devais rien montrer à mes parents, parce que dans mon histoire, voilà, c'était compliqué. Donc, je n'ai rien montré. Donc, mon intensité émotionnelle, ma réceptivité émotionnelle se passait à l'intérieur. Et le poker face, j'étais la championne. Mais c'était pas conscient, hein. Je l'ai compris qu'en faisant le travail sur moi et qu'en découvrant tout cet aspect de l'hypersensibilité.
Ok? Donc juste, ce n'est pas parce que l'autre en face ou vous-même, vous mettez un couvercle sur vos émotions que vous n'êtes pas hypersensible. En gros, je le redis, c'est ça. Ok? Ça, c'est pour moi, c'est important. Donc, vous allez voir les quatre piliers. Si par exemple vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez l'autre dans trois piliers sur quatre et que ça n'apparaît pas, bah, peut-être que c'est un mécanisme de défense. Ce que je vous dis, la carapace, qui est un mécanisme de défense. D'accord? Dû à plein de choses. Là, je vous ai donné quelques exemples de ce que pouvaient vivre certains hommes. Moi, par exemple, de ce que j'ai vécu à cause de mon environnement, mais il va y avoir plein d'autres raisons. Troisième particularité qu'on va retrouver chez les personnes hypersensibles, ça va être une sensibilité aux stimuli qui sont plus subtils. En fait, votre cerveau, quand on est hypersensible, il va capter beaucoup plus de détails. En gros, rien ne va vous échapper. Un changement d'ambiance dans une pièce, une odeur légère, la texture désagréable de certains vêtements. Alors moi, je vous dis là où je suis, mais insupportable avec mon environnement. Mes enfants, mon mari en savent quelque chose. C'est les odeurs et c'est le bruit de fond. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire quelque chose, et bah ouais, moi j'adore, hein. Moi ça a été mon meilleur investissement, hein. Pour ceux qui ont des problèmes de bruit de fond, c'est les AirPods Pro là qui diminuent le bruit. Ah mais moi ça c'est un bonheur absolu quoi. Me retrouver dans ce silence-là. Parce que j'entends le camion qui passe, alors que la route elle est loin et que... Mais j'entends en fait. Et les autres vont ignorer ce bruit de fond. Et donc, pour vous, ça va être qu'est-ce qui va se passer quand on est hypersensible? C'est des informations que le cerveau doit traiter. Donc, c'est une sensibilité aux stimulus subtils. À nouveau, on est tous des êtres humains différents. Donc, par exemple, dans cette sensibilité aux stimuli, c'est pas parce que moi, là, je vous donne un exemple sur les odeurs et sur le bruit, que si vous êtes hypersensible, vous allez avoir le même. Moi, avec mes enfants, je vois qu'on est tous les trois, et mon conjoint, ça va être dans une autre mesure, totalement dans des perceptions différentes. La lumière, l'intensité de la lumière, plein de choses. Donc en fait, c'est pas parce que vous allez vous reconnaître si vous êtes hypersensible et que votre partenaire est hypersensible que vous allez vous reconnaître dans les mêmes stimuli. Moi, où j'ai beaucoup analysé, par exemple, c'était au niveau des goûts et au niveau du fait que c'est piquant ou pas piquant. Et mon grand, qui est un hypersensible, il va adorer manger et avoir des goûts super forts dans la bouche. Mon petit, qui est un hypersensible, il va détester. Donc, il n'y a pas de vérité. Il y a juste de comprendre que, voilà, moi j'adore certains vêtements que mon fils, il va détester, alors qu'on est hypersensible. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas une vérité absolue, il y aura par contre vraiment une sensibilité aux stimuli qui sont différents. Et puis alors après, le quatrième aspect qu'on va retrouver, c'est la surstimulation. Ça, c'est la conséquence de tous les points précédents. Si vous captez plus d'informations, que vous les traitez plus profondément, votre système au niveau du cerveau sature plus vite. Votre seuil de tolérance sensorielle est plus bas, ce qui va être, comme par exemple l'exemple du bruit, juste un petit peu bruyant pour moi. Pour vous, ça peut être intolérable. Pour d'autres, ça va être bah rien du tout, j'entends rien. Et cette surstimulation va venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur chez vous. Par exemple, quand je parle une surstimulation interne, si vous avez faim, si vous avez soif, si vous avez mal, si vous êtes fatigué, si vous êtes en pensée, votre seuil de tolérance va se vider, va se vider, va se vider, va se vider. Enfin, va se vider, va diminuer. OK? Donc ça, c'est les quatre caractéristiques qu'on va retrouver qui sont assez communes à toutes les personnes qui sont hypersensibles. Je vais apporter une dernière précision, parce qu'on m'en parle beaucoup, entre les personnes qui sont introverties et les personnes qui sont extraverties. On va chasser tout de suite une idée reçue. Être hypersensible ne veut pas dire qu'on est sauvage ou qu'on est timide. OK? On va retrouver a priori dans les recherches qu'il y a eu
70% des personnes hypersensibles sont effectivement introverties. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer leur énergie en étant seuls. Mais ça veut dire qu'il y a 30% d'hypersensibles qui sont extravertis. Et dans ces 30 personnes, on va retrouver des personnes qui vont avoir un cercle social large, qui vont aimer les échanges. Mais contrairement aux extravertis qui ne sont pas hypersensibles, ils vont avoir besoin de s'isoler après coup pour faire baisser la pression du système nerveux. Et donc, quand vous comprenez ceci, vous comprenez que l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement qui est biologique et qui n'est pas un choix psychologique. Ce n'est pas une maladie. Donc, la première étape, c'est d'arrêter de vous blâmer ou de blâmer votre partenaire. Pour le coup, si vous reconnaissez l'autre. On va faire d'une pierre deux coups. Ok. Allez, je termine. Ouais, sur cette première demi-partie, en fait, j'ai encore une autre partie. Euh, le problème qu'il va y avoir dans cette histoire de légitimité, en fait, dans la relation quand on est hypersensible, donc, vous l'avez compris, en fait, ce n'est pas votre sensibilité. Ça va être la suradaptation. C'est-à-dire que quand vous essayez en tant qu'hypersensible on va prendre l'image de la sentinelle et du guerrier que j'ai pris tout à l'heure. Vous êtes une sentinelle, vous essayez de rentrer dans le costume du guerrier pour faire plaisir à l'autre. Ben, en fait, c'est là que vous perdez votre place. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'à force de vouloir fonctionner comme tout le monde, ou comme lui, ou comme elle, ben vous allez vous épuiser et surtout, vous allez finir par exploser. Et là, ça va être les reproches. Mais t'es hystérique, tu prends trop tout à cœur, tu es trop, nanana, nanana. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas trop. Vous êtes juste intense. Et cette intensité, si elle est comprise et qu'elle n'est pas refoulée, ça sera le moteur de votre intimité émotionnelle dans la relation de couple. Donc, maintenant que vous avez bien compris que la biologie, c'est normal, que vous êtes utile dans la société, qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Parce que savoir tout ça, c'est pas forcément suffisant. Surtout si vous continuez à agir comme si vous vous sentiez coupable. Pour oser votre place, il va falloir activer trois leviers. Avant de vous les présenter, ces trois leviers, est-ce que c'est OK jusque-là pour vous? Et est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse. Ouais, super, génial. Donc, ceux que je vois à la caméra, vous pouvez me faire signe. Vous pouvez aussi me poser vos questions. Et je vous laisse une seconde. Ouais, super, je vois des pouces en l'air. C'est top. C'est clair. Ok. Donc, je continue. S'il y a des questions, vous me les tapez. J'y répondrai de toute façon. Et j'y reviendrai si jamais il y a besoin. Donc, premier levier, vous allez, là, donc quand je parle de légitimité, vous allez arrêter de vous excuser d'exister. C'est vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point on va vraiment avoir ça qui s'installe. Se sentir légitime. Et là, je vais vous prendre l'exemple du couple, mais on peut vraiment, là, vous pouvez le transposer pour certaines personnes dans le milieu professionnel. Se sentir légitime, ce n'est pas attendre que votre partenaire, homme ou femme, vous donne la permission d'être hypersensible. Se sentir légitime, ce n'est pas attendre que votre partenaire vous donne la permission d'être hypersensible. C'est d'arrêter vous-même de vous excuser, de ressentir ce que vous ressentez. Tant que vous direz désolé, je suis nul quand vous saturez, désolé d'être comme ça, vous envoyez le message à l'autre que vous êtes en faute. Être légitime,
c'est remplacer le pardon d'être comme ça par c'est comme ça que je fonctionne et c'est OK. Moi, j'aime beaucoup prendre des exemples, vous le savez, de la vie commune, la vie de couple. Allez, le dimanche chez les beaux-parents, là, où c'est compliqué. Vous avez une semaine épuisante. Vous êtes hypersensible, hein. On parle du principe que vous, ou vous reconnaissez votre partenaire qui est hypersensible, hein. Mais donc, quand je dis vous, c'est la personne hypersensible. Semaine épuisante, le samedi soir, vous avez du monde qui débarque à la maison. Et le dimanche midi, qu'est-ce qu'il y a? Le fameux déjeuner chez la belle famille. La version où je ne me sens pas légitime, donc je vais être en suradaptation, c'est je vais à ce repas du dimanche midi en traînant les pieds, on se force à sourire, on sature, et au retour dans la maison, vous agressez votre partenaire pour une remarque anodine parce que vous êtes à bout. Toujours, ça se finit comme ça. Ou parce qu'il continue. Mais voilà. Ah, tu vois, hein, tu dépasses encore de 5 km/h. Je prends des exemples un peu, hein. Ou t'as pas fait attention, des remarques anodines. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait des 5 km/h, hein. C'est tout ce qu'il y a avant. Si vous travaillez assez sur vous et votre légitimité, vous allez assumer votre place et juste dire à votre conjoint, chérie, écoute, j'ai eu une semaine hyper chargée. Je suis à plat. Pour être agréable et avec toi disponible dimanche soir, bah, j'ai besoin de ne pas venir ce midi, de me reposer. Je te laisse y aller avec les enfants. Et là, en fait, je prends ma place de personne hypersensible. On ne demande pas la permission à l'autre. On pose une limite qui va être en plus au service de la relation. Si je ne viens pas, je vais être agréable ce soir. Et c'est ça, prendre sa place. Et je reste persuadée qu'on ne nous parle pas assez de ça. Donc ça, pour moi, c'est le premier levier que vous pouvez activer tout de suite. Deuxième, c'est la connaissance de soi. Vous devez devenir l'expert, l'experte de votre propre fonctionnement. Dire, ouais, enfin, tu m'acceptes comme je suis, de toute façon, je suis hypersensible. Je l'ai entendu à la conférence de Céline. Tu vas pas commencer maintenant à me prendre le chou. Bah, je suis désolée, messieurs, mesdames, c'est trop vague. Je vous demanderai de ne jamais utiliser cette excuse-là, hein. Ça va être, la parallèle que je vais vous donner, c'est j'ai mal. Vous savez, les enfants? Ouais, ok, mais t'as mal où? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? On arrête d'être vague. On apprend à se connaître. Pour que votre partenaire puisse respecter votre place, vous devez savoir précisément ce qui déclenche vos alertes. Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est le ton de la voix? Est-ce que c'est le désordre visuel? Est-ce que c'est l'injustice? Si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous vide, qu'est-ce qui vous met à plat, ou qu'est-ce qui a tendance à vous faire exploser, pleurs, tristesse, colère, hein, bref, on s'en fout, ou même la joie, vous allez juste subir de l'agacement. Donc, la connaissance de soi est un impératif dans n'importe quelle relation. Et je vais prendre un exemple, le retour du travail le soir. C'est un moment critique dans la relation de couple. Je vous donne l'exemple que j'ai, mais en fait, c'est aussi le mien. Moi, ça a été comme ça, surtout quand je rentrais de séances en cabinet, qui est différent depuis que maintenant je travaille en visio, vraiment plus. Mais en fait, moi, moi, j'ai un conjoint qui est yallah, hein, la famille, et puis la vie, et puis on parle, et puis il s'arrête pas de parler. Moi, j'ai vraiment un conjoint qui est comme ça. Mais moi, en fait, dès que je passais la porte, j'avais juste envie je peux aller prendre un bain, me mettre dans une bulle, revoir personne, parce que ma journée a été hyper stimulée. Et en fait, ma jauge, elle était dans le rouge. Je n'ai jamais passé de meilleure soirée depuis que j'ai expliqué ce mode de fonctionnement à mon partenaire et qui maintenant il dit,
Dès que je passe la porte pour, par exemple, voilà, quand j'ai donné toute une série de conférences à l'extérieur, et même mon conjoint va dire aux enfants, non, 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 vous pouvez juste dire bonjour, mais laissez-la arriver 5-10 minutes. Qu'elle passe par la chambre, elle viendra vous voir. Mes enfants, je ne leur prends pas la tête dès qu'ils rentrent de l'école. No comment. Je leur laisse décompresser. Alors, je le fais parce que je m'aperçois que, en tout cas, il y en a un qui a besoin de ça, l'autre, il va avoir besoin de parler comme le père, donc voilà. Mais c'est vraiment en comprenant son propre mode de fonctionnement et en comprenant le mode de fonctionnement de l'autre qu'on va pouvoir éviter les situations critiques. Et donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître votre besoin, plus vous allez pouvoir dire, écoute, je suis super contente de rentrer, par contre, juste, j'ai besoin de 15 minutes de silence total sous la douche dans la chambre pour pouvoir être tout à toi ce soir. En fait, on ne rejette pas l'autre. Si l'autre vit du rejet, eh ben, il va falloir qu'il le travaille, parce que ça lui appartient. Ça, j'en parle dans d'autres sujets. Mais vous, vous gérez votre besoin. Mais vous ne pouvez pas le faire de manière saine si vous ne connaissez pas votre mode de fonctionnement. Et du coup, bah, ça va être une fois que vous connaissez votre mode d'emploi, qu'est-ce que vous faites? Ben, donnez-le à l'autre, quoi. Votre partenaire n'est pas dans votre tête. C'est pas, il n'aura pas le même fonctionnement, même s'il est hypersensible ou elle est hypersensible, vous n'aurez pas le même fonctionnement puisque je suis en train de vous le dire depuis le départ, votre histoire, vos mécanismes, votre passé, votre culture va faire que de toute façon, vous aurez deux styles d'hypersensibilité différents. Même si vous allez vous reconnaître sur des ponts, l'autre n'est pas dans votre tête. Il n'a pas les mêmes yeux que vous à cet instant T. Il ne sent pas et il ne ressent pas ce que vous ressentez. Il ou elle ne vit pas les mêmes choses que vous. Donc, je le répéterai à chaque conférence, sur tous les sujets. Attendre que l'autre devine vos besoins, parce que s'il m'aimait, il saurait, c'est le poison, c'est la pomme pourrie de votre relation. C'est la garantie de la déception. Oser votre place, c'est avoir le courage d'expliquer à l'autre, à froid, sans reproche. Arrêtez de dire tu ne me comprends jamais par ok, en fait, voici comment je fonctionne pour que tu puisses me comprendre. Et oui, m'a posé la question, vous allez peut-être le répéter pendant toute votre vie de couple. Et oui, et c'est pas un problème. Ça devient un problème parce que vous en faites un problème. L'autre, il vit avec tous ses vêtements, avec toute son histoire. Il ne peut pas mémoriser à 100% tout ce que vous lui partagez, tout ce que vous lui expliquez de votre mode de fonctionnement. Parce qu'en plus, d'un instant à l'autre, je vais être peut-être agacée parce que mon conjoint a laissé sa chemise traîner aujourd'hui, et en fait, dans 3 jours, je ne serai pas agacée. Et mon conjoint, bah, s'il est un peu chipoté et qu'il a un peu une bonne mémoire, il va me dire, bah, attends, l'autre jour, tu m'as rien dit, quoi. Bah non, c'est juste, ah tiens, aujourd'hui, ça me sature. Le ton de la voix aussi. Pourquoi il y a des fois, le ton de la voix va déranger et d'autres fois, non. Mais parce que ça va dépendre de là où est-ce que vous en êtes. Pour lui, c'est juste une information. Pour vous, ça va être une agression, un rejet, un désamour. Et donc, quand vous allez pouvoir, au calme, après peut-être 5-10 minutes, une demi-heure, lui dire, bah écoute, en fait, là, tonton, voilà ce qui s'est passé pour moi. Rappelle-toi, comme je suis hypersensible, les discussions, nanana, bah voilà. Tu m'as parlé un petit peu sèchement, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment je perçois les choses. C'est pas pour t'embêter, juste tu le redis. Est-ce que de temps en temps tu peux faire attention? Et si tu n'y arrives pas, je te le redirai aussi, ne le prends pas comme une critique. En fait, en faisant ça, vous n'accusez pas l'autre d'être méchant. Vous lui donnez les clés de votre mode de fonctionnement pour désamorcer les bombes. Et c'est pour ça que je connais vraiment tous ces mécanismes. Moi, je les connais par cœur, vous avez bien compris, hein, je vous en parle. Donc moi, bah voilà, j'ai découvert mon hypersensibilité à 30 ans, j'en ai 43, donc ça fait 13 ans que je vis avec ça.
J'ai un conjoint qui est hypersensible, mais vraiment à d'autres niveaux et je pense plus bas. Par contre, j'ai deux enfants. Waouh! Ah ouais! Des fois, on les appelle, hein, quand ils sont dans leur période, on les appelle la période cristal, quoi. Le moindre truc, c'est boum! C'est fini! Et donc, bah, du coup, on le travaille, on apprend, on en parle. Donc, je connais par cœur ce sujet-là de l'hypersensibilité, par les recherches aussi, mais aussi pour les avoir traversés et accompagner des centaines de personnes sur ce sujet-là. Et je sais que c'est difficile hein, d'appliquer tout ça tout seul, de comprendre comment on explique le mode de fonctionnement à l'autre. Parce qu'on est aussi, hein, on va pas se le cacher, là, je suis en Europe, enfin voilà, Europe, Canada, donc après il y a des cultures différentes ou quoi que ce soit, mais on est dans une culture, comparée à d'autres cultures, où on rationalise beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Les émotions vont être quand même assez étiquetées comme des bugs ou c'est bon, hein, faut pas trop montrer, par exemple, en société, tes émotions, hein. Et donc, dans le couple, il va y avoir quand même un espèce de truc, bah, voilà, c'est pas assez ou c'est trop. Et c'est là souvent que le fossé se creuse, que la souffrance s'installe. Donc, si vous sentez, je le répète à nouveau, que là, vous avez besoin de comprendre, de mettre des mots, de clarifier tout ça, c'est peut-être le moment de se faire accompagner. D'accord? Donc, je le répète à nouveau, Mélanie, elle est là, vous réservez votre appel pour qu'on vous guide. Faut pas rester seul avec cette impression d'être trop dans ce monde, ni dans votre relation, ni au travail, ni avec vos enfants, ni dans votre famille. Ça, c'est la première partie. J'ai la deuxième partie à développer. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur toute cette première partie? Je vais prendre le temps un petit peu d'y répondre, faire une petite pause, boire mon petit thé, qui n'est plus trop chaud. J'aime pas les trucs trop chauds et j'aime pas les trucs trop froids, voilà, dans mon hypersensibilité. Donc voilà, dites-moi un petit peu s'il y a des questions, s'il y a des zones qui sont floues. Je vous laisse une petite minute aussi, prendre de quoi boire. Ça a l'air d'être assez clair, tout ce que j'ai vu, tout ce que je vous ai partagé. Super, c'est top. Est-ce qu'il y a des personnes qui découvrent juste pour que je sache un petit peu les caractéristiques un petit peu que j'ai données sur l'hypersensibilité, ou est-ce que c'était déjà acquis? Donc soit vous pouvez me dire déjà acquis ou je découvre. Mais c'est juste pour que j'ai juste une petite idée un petit peu sur le nombre de personnes qui sont présentes là en direct. Ceux qui sont en diffusion, vous pouvez me le faire par mail, mais c'est juste pour que j'ai conscience ce sujet de l'hypersensibilité, s'il est plus ou moins connu. Voilà. Alors, waouh, je découvre, je découvre. Eh bah, merci d'être venu. Vraiment? Ok, et vous commencez à comprendre certaines choses. Ah, je découvre. Eh ben, vous voyez, je pensais pas déjà acquis grâce à une consultation avec toi. Eh ouais, super, bravo. Je découvre. Eh ben, en fait, il y a vraiment une majorité. Vous voyez comme quoi, alors vraiment encore bravo d'être là, de prendre du temps pour découvrir ça. Euh, Faites passer le message. Si cette conférence peut intéresser des personnes et que là, votre partenaire, vous pouvez semer quelques petites graines, allez-y, hein. Acquis avec la lecture de livres ouais, sur le sujet. Ouais, ok, super, bien évidemment, on peut aller plus loin. Eh ben écoutez, génial. C'est parti. Il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Je continue. Maintenant, la deuxième partie, comment on fait concrètement dans le couple. On va parler un peu de territoire là, comment on fait à deux, et on va essayer de comprendre un petit peu plus les mécanismes qui vont se mettre en place. Donc, biologiquement, vous avez compris, vous êtes un petit peu, j'ai utilisé le mot sentinelle, hein, le radar ou quoi que ce soit. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le soir, dans votre salon, vous, la personne hypersensible, va essayer de rentrer en lien avec peut-être une personne qui est hypersensible ou qui ne l'est pas. On va partir là dans le postulat, je vais prendre un exemple parce que ça arrive quand même assez fréquemment, que l'autre n'est pas hypersensible, ou en tout cas va y avoir un niveau différent d'hypersensibilité.
Souvent, ce qui se passe, c'est un scénario qui est assez invisible et qui est assez épuisant. 80% des couples sont là-dedans. Et ça n'a rien à voir avec le manque d'amour, c'est plutôt le cycle poursuite-retrait. Vous, votre hypersensibilité, vous voulez une intimité émotionnelle, vous voulez une connexion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, quand vous voulez cette connexion, vous allez sentir une déconnexion. Donc, par exemple, vous rentrez, vous voulez partager votre journée, et au lieu de vous écouter, l'autre, ouais, ok, il vous répond comme ça. Vous, qu'est-ce que vous allez ressentir? C'est alerte, alerte, alerte. Bip, bip, bip. Aïe, je suis pas aimée. On n'a plus de lien. On n'a plus de connexion émotionnelle. Alors là, je vous mets les mots psycho hein, derrière. Mais vous comprenez hein, cette alerte rouge. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez essayer de rétablir le contact. Non, mais à deux, on peut pas vivre comme ça. C'est pas ça la vie de couple. Donc, vous allez poser des questions, vous allez venir vers la personne, vous allez exprimer votre déception. Ouais, bah tu m'écoutes pas, tu vois, je te l'ai déjà dit hier. Et puis en fait, vous allez mettre de l'intensité. Parce que pour vous, l'intensité émotionnelle, c'est important. C'est votre histoire, vous êtes hypersensible. Par contre, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On va faire, hop là, on va changer l'angle de la caméra. Mais en fait, lui, il voit pas un appel d'amour, il voit pas un appel de connexion émotionnelle. Lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Alors lui ou elle, hein, on est d'accord, mais l'autre, on va appeler ça comme ça, désolé pour l'autre, pour les partenaires, l'autre reçoit une inondation face à votre intensité, débit de parole, les émotions, les problèmes, ou l'anxiété, ou même la tristesse. Ben lui, en fait, l'autre va se sentir dans un système qui sature. Et en plus, pour peu qu'il se sent un peu incompétent, bah, de toute façon, quoi que je fasse, je suis sur mon téléphone, je l'écoute, c'est jamais assez. Ça ne suffit jamais. Donc, pour se protéger et pour ne pas dire une bêtise, souvent ce qui se passe, c'est que la personne se met en mode tortue, rentre dans sa carapace ou alors quitte la pièce, se tait. Et là, qu'est-ce qui se passe chez la personne hypersensible? Oh, le mode alerte! On n'est même plus passé en alerte rouge là, on est en alerte noire. Le drame démarre. Parce que quand l'autre se retire, l'angoisse remonte en flèche. Il ou elle m'abandonne, je ne compte pas pour lui, pour elle. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous tapez encore plus fort sur la carapace. Vous criez, vous pleurez, vous le poursuivez dans le couloir. Et plus vous tapez, plus la tortue rentre la tête. Plus vous cherchez à vous rassurer en le poursuivant, plus vous effrayez l'autre. Et il se retire. Petite chose qui est très importante là-dedans, c'est que euh, ce n'est pas de la dépendance affective pour le coup. C'est un mode de fonctionnement lié à l'hypersensibilité et que vous dysfonctionnez dans votre utilisation de l'hypersensibilité. Et c'est là où, pour certaines personnes, il va y avoir le flou entre, pour ceux qui connaissent la dépendance affective, entre la dépendance affective et son mode de fonctionnement sur l'hypersensibilité, la personne hypersensible qui recherche un profond lien de connexion émotionnelle. Maintenant, alors que vous cherchez de la connexion, vous obtenez de la distance. Ce n'est pas que l'autre est insensible, et ce n'est pas que vous êtes trop. C'est qu'il y a un problème, on va appeler ça d'intensité émotionnelle. Je vais prendre une autre métaphore. Vous, en tant qu'hypersensible, votre monde intérieur, c'est un océan. C'est vaste, c'est profond, c'est puissant. Vous avez la capacité de traiter peut-être les vagues émotionnelles intenses, peut-être moins certains jours, peut-être plus certains jours. Votre partenaire, s'il est plus rationnel, il va avoir un contenant émotionnel différent. Un verre d'eau. Hop là. Vous, vous êtes un océan et en face, vous avez un verre d'eau comme ça. C'est pas un défaut, c'est sa capacité de traitement à l'instant T. Il va gérer peut-être, ou l'autre va gérer le factuel, le concret. Et donc le drame dans le couple, c'est quand vous vous sentez mal et que vous essayez de mettre votre océan, vos peurs, vos analyses, votre besoin, d'un seul coup dans son verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien compris?
Ça déborde en fait instantanément. Donc le système nerveux de l'autre disjoncte. C'est l'inondation. Et donc, un des mécanismes de défense que peut avoir la personne en face, c'est le repli. Parce qu'en fait, c'est pas vous allez interpréter ça comme du mépris, de la froideur. Il ou elle s'en fiche, alors qu'en réalité, c'est un état de sidération. Il ne fuit pas votre amour, il fuit la noyade de l'inondation. On se sent incompétent, écrasé par cet océan qui est en train de déferler et ses vagues. Je ne sais pas gérer, je ne pourrai jamais la satisfaire, c'est trop pour moi. Donc, je me replie. Et c'est là que le piège se referme. Face au retrait de l'autre, bah, quelle conclusion vous allez tirer en général si vous ne travaillez pas assez sur vous, si vous ne comprenez pas assez votre mode de fonctionnement? Vous n'allez pas vous dire: ah mince, je suis arrivé avec mon océan, lui ou elle n'avait qu'un verre d'eau. Ah mince, on avait des contenants différents. En général, c'est pas ça qui se passe, parce que justement, vous découvrez tout ça. Vous allez juste vous dire: purée, je suis vraiment le problème. Et c'est là qu'en fait, il va y avoir la croyance toxique qui va faire lien avec la légitimité qu'on a vue au départ, qui va vous ronger, qui va vous dire: bah, je suis trop exigeante, je suis trop compliquée, je demande trop d'attention. Et du coup, vous allez commencer à croire que pour être aimé, bah, vous devez un peu vous couper là. Vous devez couper des morceaux de vous-même. Il faut enlever de l'océan là. Arrête de sentir, arrête de demander. Vous allez essayer de faire rentrer votre océan, même plus dans ce verre-là, hein, dans un dé à coudre, pour ne pas l'effrayer. Et c'est là, en fait, que rentre le processus de suradaptation. On ne peut pas empêcher un océan d'être un océan. On ne peut pas empêcher un verre d'eau d'être un verre d'eau. Par contre, vous allez tenir, tenir, et un jour, pour une chemise qui traîne, ben en fait, ça pète. L'océan se déverse. Et l'autre, ben, il se noie. Et puis vous, quand l'autre se noie, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous culpabilisez. Et vous tournez en rond dans ce schéma et ça devient répétitif. Sur des sujets en plus, bien évidemment, pas que la chemise. Pour l'éducation des enfants, pour une sortie, pour un resto, pour un choix de trucs, pour un choix de vacances. Bref, pour les 150 000 sujets qu'habite la relation de couple. Et du coup, vous allez encore relire le même chapitre et avoir les mêmes mécanismes qui vont se mettre en place. Donc en fait, ce n'est pas un problème de sentiment. Si vous vous aimez, vous vous aimez. Alors on est d'accord qu'il y a des personnes qui ne s'aiment plus non plus. C'est encore un autre sujet. Mais si vous vous aimez, c'est pas un problème de sentiment, c'est pas un problème de volonté, parce qu'en plus vous essayez de faire des efforts surhumains pour vous suradapter. Non, non, mais j'essaie de te comprendre là, ta vague émotionnelle. Bah non, en fait. Voilà. Lui, il essaie de supporter des choses, vous essayez de vous taire, ou en tout cas de faire d'autres choses, alors qu'en fait, vous essayez de communiquer comme si vous n'aviez pas de traducteur. Vous parlez d'intensité, l'autre, il entend ou il perçoit agression. Vous parlez de besoin de sécurité dans la relation, l'autre entend reproche. Et tant que vous n'aurez pas décodé tous ces mécanismes, tant que vous n'aurez pas appris à présenter votre océan d'une manière qui ne fait pas exploser un verre, bah, la volonté ne suffira pas. Vous allez continuer à vous épuiser et à essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, le problème de ce décalage, ce n'est pas seulement que vous vous disputez, c'est ce que vous faites pour survivre. Et c'est là que la question de la place devient critique. Parce que quand on est hypersensible, on a une compétence souvent qui se retourne contre nous, c'est on absorbe émotionnellement les choses. Et d'ailleurs, vous ne faites pas que les voir, que votre conjoint, par exemple, est contrarié. Vous devenez contrarié. Vous absorbez son humeur comme une éponge. Il ou elle rentre stressé, vous devenez anxieux, anxieuse instantanément. Alors qu'il y a 5 minutes, votre journée était très belle. Et donc la conséquence aussi sur cette place, elle est terrible parce que la frontière entre vous et l'autre disparaît. Vous perdez la distinction entre vos propres émotions et celles de l'autre. Et du coup, vous ne savez même plus si vous êtes triste parce que l'autre est triste ou parce que l'autre a soupiré.
Donc, comment voulez-vous prendre votre place si vous êtes envahi, ou, et là pour le coup par le territoire de l'autre, mais je vais vous prendre une responsabilité si vous vous laissez envahir par le territoire de l'autre. Donc, quand on est face à cette surcharge, le premier mécanisme, c'est d'essayer de maintenir la paix. Et du coup, c'est de vous focuser sur l'externe. Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qu'il pense? Mais pourquoi il réagit comme ça? Et en fait, pendant que vous vous occupez des besoins de l'autre à la loupe, mais qui s'occupe de vos propres besoins? Personne. Donc du coup, vous allez négliger vos propres besoins, vos propres désirs, pour éviter les vagues. Et c'est là que ça va mener à un sentiment de vide, de frustration. Ce sentiment de perdre sa place. Vous n'êtes pas la femme ou l'homme aimant. Vous êtes juste celui qui essaye ou celle qui essaye de gérer l'humeur de l'autre. Et ici, à nouveau, il faut faire une distinction qui est très importante. Il y a une différence entre la sensibilité, donc la façon dont vous réagissez aux stimuli, et l'empathie, qui est la capacité de comprendre l'autre. Souvent, vous pensez être empathique alors qu'en fait, vous êtes en codépendance. La codépendance, dans cet aspect-là, c'est quoi? C'est quand votre bien-être intérieur dépend de la météo extérieure de votre conjoint. Si l'autre sourit, j'existe, j'ai le droit d'exister. Si l'autre fait la tête, votre monde s'effondre et vous ne pouvez plus rien faire d'autre tant que ça, c'est pas réglé. Vous êtes tellement préoccupé par la réaction émotionnelle, la peur de blesser ou qu'il se referme, que vous n'arrivez plus juste à expliquer sereinement ce qui se passe pour vous. Vous allez vous taire, vous allez vous écraser. Ou alors vous allez gueuler parce que justement vous essayez de faire sortir la tortue de la carapace. Et c'est pas parce que vous avez rien à dire, c'est parce que vous avez peur de provoquer une vague chez l'autre et ça en devient même insupportable. C'est là où vous en êtes et c'est là où il y a le cycle poursuite-retrait qui va épuiser. C'est là où vous allez perdre votre place pour essayer de sauver un lien à tout prix. Et plus vous attendez, plus votre place va vraiment diminuer. Et retrouver la paix, ce n'est pas moins se disputer, c'est réapprendre à arrêter de croire qu'une personne hypersensible est une éponge. Moi, je suis très claire, les personnes qui me disent ah mais moi de toute façon je suis hypersensible, donc j'absorbe toutes les émotions des autres. Bah ok, peut-être que vous le faites, mais vous vous déresponsabilisez vraiment de votre mode de fonctionnement. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est obligatoirement une éponge. C'est une croyance, c'est un mode de fonctionnement et ça, il faut sortir de ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à distinguer vos émotions des émotions des autres. Il faut apprendre à vous reconnecter à vos besoins et il faut apprendre à sortir de cette codépendance pour aimer l'autre sans dépendre de cette personne. Comment on fait? Ça, j'en parle aussi beaucoup. Première chose, on prend sa responsabilité. On sort de l'attente. Ça, pour moi, c'est un message. Je me battrai, je pense, tous les jours sur ça. C'est la seule vérité qui va vous libérer. Il y a votre biologie, il y a les cycles, poursuite-retrait. Vous avez vu comment vous pouvez vous noyer dans votre océan en étant en plus une éponge. Et le premier choix, c'est celui d'attendre. Attendre que l'autre comprenne. Attendre que l'autre change. Attendre que l'autre devine. Attendre que votre hypersensibilité passe ou se calme avec le temps. Alors, mesdames, alors pour messieurs, je suis désolée, j'ai pas d'études, mais mesdames, attendre que votre hypersensibilité passe, moi, la seule chose que je vois, c'est que plus je prends de l'âge, plus je suis hypersensible entre la périménopause, la ménopause et les hormones. Et toutes les femmes que j'accompagne, je pose cette question et toutes me disent
Ah ouais, en effet. Avant, j'étais peut-être un peu moins hypersensible qu'aujourd'hui. C'est le bordel émotionnel, encore plus. Donc, attendre que votre hypersensibilité passe, je suis désolée, c'est mort. Et la thyroïde, et les hormones. Ah non, mais je vous jure. Alors, j'ai pas assez étudié les hommes pour voir comment ça se passe avec l'ange. Quoique, mon papa n'écoute pas. Donc, je vais pouvoir me permettre. Moi, je vois quand même que mon père, avec l'âge, ouh, ses émotions, alors peut-être qu'il les gère moins, mais en tout cas, il se passe des choses. Donc, je suis pas sûre que ça se passe aussi de la même façon. D'accord? Donc, en tout cas, le temps n'arrange rien à l'affaire. En matière de couple, le temps, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait que creuser le fossé des mauvaises habitudes. Attendre que l'autre change pour prendre votre place, c'est lui donner les clés de votre propre bonheur et c'est rester en codépendance. La responsabilité, c'est accepter que votre sensibilité n'est pas une excuse pour subir. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est réaliser que si vous voulez vivre une relation sereine, c'est à vous de changer la dynamique. Pas en changeant de personnalité, pas en changeant votre hypersensibilité, mais plutôt en changeant toutes les stratégies, en vous comprenant mieux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui me disent, waouh, Céline, ça demande du courage. Et là, je vais vous dire, oui, ça demande du courage. Mais est-ce que vivre, ça demande pas du courage tout simplement? Alors maintenant, je comprends. Et c'est pour ça que quand ce cheminement demande du courage, que c'est compliqué de le faire seul, qu'on n'a pas de prise de recul, quand il y a des réflexes de suradaptation qui reviennent au galop, à la première dispute, à la première difficulté, eh ben, vous vous faites accompagner. Je peux vous accompagner. Et pourquoi? Parce que je ne vais pas que vous écouter avec bienveillance. Ça règle pas hein, la mécanique. Juste aller faire une thérapie où la personne, et souvent je l'entends, enfin, c'est pas souvent, c'est je l'entends. Ah mais Céline, elle ne fait que m'écouter. Bah oui, mais en fait ça vous suffit pas. Parce que il y a l'écoute, mais il y a aussi vraiment de comprendre la dynamique. Et comme je connais tous ces modes de fonctionnement comme vous, eh ben je vous apporte la carte pour en sortir, en fonction de vous en tant qu'individu. Donc je suis pas là pour dire par exemple que vous avez tort, que vous avez raison si vous venez à deux ou si vous venez seul. Je vais pas vous dire ah bah oui, bah t'as raison de faire ça avec ton mari ou ta femme, hein. Non. Par contre, ce que je vais vous aider, c'est à traduire un petit peu tout ça, à donner de la structure et à travailler cette fameuse sécurité intérieure qui vous manque pour que vous puissiez dire à votre partenaire, voilà qui je suis, voilà de quoi j'ai besoin, avec de la sérénité. Donc si vous sentez que c'est le moment là, si vous en avez assez de tourner en rond dans ce mode de fonctionnement, si vous finissez par vous oublier, vous suradapter, à rester une éponge, à être un océan et qu'en face vous avez que même plus un verre d'eau mais une petite tasse, si vous êtes prêt à investir sur vous pour ne plus subir ce mode de fonctionnement, bah tout simplement, vous réservez votre appel. Vous réservez votre appel avec Mélanie. Moi, ça fait 15 ans que j'accompagne les hommes, les femmes, les couples à apprendre à mieux se comprendre, à mieux identifier les dynamiques relationnelles, à poser des mots sur les comportements. J'ai réalisé plus de 10 000 heures de séances. J'ai accompagné plus de 3 000 personnes depuis 15 ans. Et c'est cette expertise poussée, mes recherches, mes formations, ma capacité à identifier très rapidement où sont les racines là, l'hypersensibilité, comment ça se passe dans le couple, votre mode de fonctionnement, où je vais vous aider à aller voir très rapidement où ça se joue. Et donc c'est grâce à tout ça que j'ai créé une méthode d'accompagnement et chaque personne est différente. C'est pour ça que j'ai plusieurs formules qui vont s'adapter à chacune. Donc si vous avez envie d'être seul, enfin pas si vous êtes seul à travailler sur vous et que vous êtes prêt, prenez un appel, prenez vraiment un appel et éclaircissez la situation que vous avez avec Mélanie, elle vous dira ce qui est bon. Si vous dites, ah tiens, mais l'autre, mon mari, ma femme, est prêt à faire le job, prenez aussi un appel. Si vous voulez apporter du changement, c'est juste la première étape, c'est de comprendre vraiment votre besoin, parce que vous êtes unique.
Mélanie, elle ouvre son agenda. Je vous remets le lien aussi dans le chat, comme ça, vous le gardez, vous fixez vos rendez-vous. On a un nombre, bien évidemment, de places limitées, même dans mes accompagnements. Vous prenez rendez-vous. Elle vous offre un appel. C'est un appel de 30 à 45 minutes qui est offert. Elle va vous écouter. Elle va comprendre votre situation. Elle vous explique ma méthode et elle vous oriente vers la formule la plus adaptée à votre besoin. Parce que je suis sûre qu'il y a une formule pour vous. Pour les personnes qui sont en rediffusion, le lien se trouve sous la vidéo. Donc, si vous vous êtes reconnu dans cette conférence, si par rapport à ce sujet que j'ai abordé, vous voulez apporter du changement, réservez votre rendez-vous maintenant. On est là pour vous aider, pour apporter de la sérénité. C'est possible, vraiment. Ok? Donc, prenez votre rendez-vous maintenant, répondez aux questions, ouvrez le lien. Dès qu'on a fini, dès que j'ai fini de répondre aux questions, continuez à remplir le formulaire. Si jamais, de toute façon, demain, je vous renvoie le lien, mais ne traînez pas parce que, bah voilà, il y a pas 10 000 créneaux, on a beaucoup, beaucoup de demandes, mais en tout cas, on prend le temps pour chacun. OK? Alors moi, j'arrive tout doucement à la fin de la conférence. Donc déjà, merci pour tous ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout. Et, et Lynn, allez, merci Lynn. Je peux vous dire que Céline est très pertinente. Merci Lynn, qui en effet, pour ton retour, voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là que j'ai aussi accompagnées. Donc merci. Alors, je prends un petit temps pour vous, même si voilà, bah oui, je déborde toujours. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais reparcourir tous ceux qui m'ont écrit des choses en entendant, prenez le temps d'écrire s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai partagé. Alors, merci Vanessa qui partage. Voilà pourquoi il me dit toujours qu'il se sent agressé et qu'il en a marre des reproches, avec un smiley qui rigole fort. Heureuse de vous avoir découvert Céline parce que je me rends compte qu'il y a du boulot. Waouh! Alors, vraiment, dès que vous reconnaissez qu'il y a du boulot chez vous, dites-vous merci déjà. Dites-vous merci. Parce que euh, mettre de la conscience sur ce qu'on vit, mettre de la conscience, sortir du mode pilote automatique, c'est hyper important. Et je vous le dis pour votre vie de couple, mais en fait dans la vie en général. Il faut vraiment apprendre à sortir de ça et mettre le plus de conscience possible. Donc j'ai un vraiment avec un cœur et des loves. Ok, super, merci. Merci beaucoup pour la clarté des propos et l'énergie porteuse de changement. Avec plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. S'il y a des questions qui viennent ou après, n'hésitez pas à me les envoyer aussi par mail. Voilà. Je remonte un petit peu. Alors, très intéressant cette notion de codépendance. Ouais, vraiment au niveau de la codépendance émotionnelle qui n'a rien à voir avec la dépendance affective, c'est important. Je connais déjà mes piqûres de rappel, avec plaisir. La formulation claire, je ne pense pas savoir faire. Mais vraiment, on ne nous apprend pas alors, je vais même changer le mot faire, on ne nous apprend pas à être en relation. Et avec tous nos modes de fonctionnement, on va retrouver sur Internet un peu atypiques, différents. Donc imaginez-vous que là, on parle on est 20 à 25% de la population face à 80%, bah, il va y avoir ce sentiment de décalage. Donc voilà. J'aimerais avoir des moyens d'anticiper l'explosion d'émotions chez moi. Bah voilà, je pense que j'ai donné les leviers, hein, mieux se comprendre et autres, et des moyens pour être mieux comprise. Mais ça va être, enfin, je pense qu'au niveau des leviers, c'est vraiment ce que j'ai expliqué. D'accord? Après, d'autres moyens, il y en a plein d'autres. Et bah, c'est là où moi, je peux vous accompagner. On peut aller les voir aussi en fonction de vos situations. C'est-à-dire que même si je donne quelques leviers là, qui sont déjà pas mal, j'en ai encore une panoplie derrière moi qui va s'adapter à l'un ou à l'autre. Alors, hypersensible et émotivité et susceptibilité, quel lien? Pour moi, en fait, alors je peux pas le faire là maintenant, mais je pense que c'est intéressant d'aller prendre le mot susceptible, moi j'adore faire ça, hein, et d'aller le taper dans un dictionnaire pour vraiment comprendre la définition de ce mot.
Trop souvent, on va utiliser par une banalisation, une généralisation, on va utiliser des termes qui ne sont plus adaptés. Donc, émotivité, c'est une émotion qui arrive. Susceptibilité, pour moi, c'est plus de l'émotion, c'est plus de l'hypersensibilité, c'est je prends une phrase et mon cerveau va l'analyser. C'est comme ça que je le ferai là maintenant sans aller vérifier la définition dans le dictionnaire. Mais je vous inviterai à faire ça pour vraiment identifier la différence. Continuez à me poser des questions. On repart, ça c'est bon. Est-ce que je peux projeter ce que je vais entendre dans mon milieu professionnel? Est-ce que ça vous a donné des pistes claires par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Je voudrais savoir si avec le temps, l'on peut devenir hypersensible ou ça vient de l'enfance. Bah, ça, j'ai répondu à la question, hein, c'est biologique. Donc en fait, on est, c'est inné l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, moi, j'ai adoré lire certains livres sur, comment ils appelaient ça, les bébés. Ah, mon fils en était un. Les bébés, ah, ça avait un nom. Bref, c'est pas grave. Et en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi. Ah ouais, je vous partage ça. Je vous jure. On nous dit qu'il faut mettre des pyjamas aux enfants, aux bébés là, hein, des bodys et tout, d'accord? À un moment donné, j'ai arrêté d'écouter toutes les conneries que je trouvais. J'ai lu un livre sur l'hypersensibilité des enfants avec justement le toucher, la peau. Putain, mes enfants, ils ont jamais mieux dormi qu'en enlevant tous les vêtements. Et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose, ils ne supportent pas. Alors, si j'ai le malheur de changer la couette là, le truc, si je prends pas la même matière, la même texture, ah mais ils me font défaire tout le lit, hein. Ou alors ils le font eux-mêmes, hein, parce que c'est insupportable pour eux. Si j'ai une couette qui fait trop de bruit, putain, j'en entends parler toute la journée le lendemain. Donc je vous explique. Donc c'est chiant, mais en fait après quand je regarde par le recul, je regarde, je dis ok. Et en fait, si je suis pas un petit peu pareil, une obsédée des tissus, je ne supporte pas de commander en ligne parce que je sais pas si mes doigts vont aimer le tissu. Et là, je dis aïe, 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 aïe. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça. Et donc, en fait, on s'aperçoit que bah, il y a des fois, il y a des bébés, on leur fait faire des choses euh, et, euh, et c'est pas adapté, en fait, à un bébé qui est hypersensible. Donc, voilà, par rapport à ça. Non, c'est pas indigo. Indigo, c'est plus lié au... Non, c'est... Oh, je me rappelle plus. Mais c'est pas grave. Voilà, je retrouverai, je le partagerai. Ouais, pas toujours facile de détricoter tout ça seul. Et oui, moi je vais être très honnête avec vous, j'ai pas travaillé tout ça toute seule, hein. J'ai fait 15 ans de thérapie. J'ai fait 15 ans de thérapie. Moi j'ai commencé en plus à 25 ans, très jeune, de par mon histoire. Et donc, en fait, j'ai appris, puis après, bah oui, toutes les formations, tout ce sujet-là. Et c'est vrai que le sujet de l'hypersensibilité, alors là, je n'en ai pas parlé encore, j'en parlerai sûrement dans d'autres conférences dans les mois à venir sur les personnalités à haut potentiel. C'est encore un autre sujet. Ça, je sais très bien accompagner puisque je suis concernée aussi par ça et que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes dans mon public qui est aussi à haut potentiel. Eh bien, oui, on nous apprend pas à fonctionner avec tout ça. Donc, faut mettre les mots et puis il faut avoir le mode d'emploi. Je viens de découvrir que j'ai de l'hypersensibilité, mais j'ai également un énorme souci à gérer mes émotions. Et ouais, que ce soit avec n'importe qui. Mais oui, en fait, euh, vous n'êtes pas des robots. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, en fait, si j'explose avec mes enfants, en général, je vais exploser avec mon mari et puis je vais exploser avec les autres. Il y a juste le milieu professionnel où on va se contenir parce que socialement, on ne peut pas le faire. Donc, on va se barricader, on va se préparer de façon très inconsciente et c'est là où on va s'épuiser aussi parce que, oh non, 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 putain, elle m'a fait chier, elle, je peux rien dire et tout. Donc, il va se passer beaucoup de choses. Il y a la conférence que j'ai donnée la semaine dernière pour ceux qui voudraient sur la volonté et tout. Je parle de la casserole et tout. Très, très intéressant aussi ce que j'ai donné parce qu'en fait, ça rejoint ça. Et donc, en fait, euh, oui, moi je suis capable, il y a des fois bah, d'être en séance, d'être plus touchée, pleurer, et parce que je suis comme ça et je vais pas. Oui, il y a des fois je vais savoir totalement mettre de côté, puis des fois non, quoi, en fait. Mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas des robots. Par contre,
Ça s'apprend, ça se travaille. Ça, c'est important. Ouais, Boris Cyrulnik, oui, oui, il est très connu, surtout sur la résilience et tout. Moi, j'adore ses approches et c'est d'autres éclairages. Et il y en a encore 50 000, des éclairages sur l'hypersensibilité, la psychologie humaine. Et c'est pour ça que moi aussi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai pas la vérité absolue. Moi, j'ai tout mon travail, tout mon angle, ça en fait partie. Et c'est OK de se nourrir aussi de d'autres personnes. Mais en tout cas, si vous voulez être accompagné, ma méthodologie vous plaît, ma façon d'être vous plaît, là, vous me réservez un appel avec Mélanie. Vous allez voir, elle est géniale. Mais vraiment, en plus, c'est une personne qui est extraordinaire dans les appels. Elle est coach en plus, donc elle a vraiment toute cette expérience et cette maturité. Enfin voilà, Mélanie, si elle regarde en diffusion, merci d'être à mes côtés parce que c'est vraiment une perle et elle va vous poser les bonnes questions pour vraiment vous orienter dans l'accompagnement. Et nous, c'est ça qu'on veut mettre en place. Ouais, ton approche est pragmatique, c'est ce que j'aime. Merci. Alors, vous remontez à votre intention du départ? Est-ce que vous repartez avec des réponses à vos questions? Est-ce que votre intention, vous y êtes? On va, je vais tout doucement clôturer la conférence. Est-ce qu'il reste encore une question que j'ai pas vue ou quoi que ce soit? Euh, et surtout, ouais, avec quoi vous repartez de la conférence? Moi, j'aime beaucoup un mot. S'il y a un mot, avec quoi vous repartez? C'est, j'ai envie de clôturer là-dessus. Quelques mots que vous pouvez me partager. Et puis, de toute façon, je vous retrouverai prochainement pour d'autres sujets, d'autres conférences. Vous avez compris, hein, pour ceux qui me, voilà, que j'ai retrouvé un bon rythme de conférence, ça me plaît beaucoup. Je viens un peu plus que la région parisienne samedi donner une conférence en live. Donc, c'est plus pour les parents en région parisienne. Encore des compréhensions. Eh ben, super. Ouais, si vous repartez avec des compréhensions, moi, je trouve que c'est génial. Et en séance, en accompagnement ou enfin n'importe quelle formule, c'est que des compréhensions que j'apporte. Et puis après, comment on fait concrètement. Merci à tous. On s'arrête là pour ce soir. Je vous souhaite merci, merci, merci. Océan verre d'eau. Ouais, elle est pas mal hein, cette métaphore. Moi j'aime beaucoup aussi. J'étais fière de moi quand je l'ai préparée et que je l'ai trouvée. J'adore les métaphores. Donc vraiment, merci à vous tous, à vous toutes. Ceux qui sont arrivés un petit peu après, vous allez recevoir la rediffusion. Donc n'hésitez pas. Merci vraiment à tout le monde. Merci à ceux qui me font déjà confiance. Merci à ceux qui vont me rejoindre. Ceux qui seront là pour les prochaines conférences. N'hésitez pas. Vous avez des questions, vous nous envoyez un email. Vous prenez un appel. Bref, on est là. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour votre temps. Merci à tous ceux qui regardent en rediffusion. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.